Tu écoutes l'épisode 139 de S'ouvrir à l'amour, Chris Odd, la peur de l'engagement chez les hommes, mythe ou réalité. Alors, je suis super contente d'avoir aujourd'hui Chris Odd, qui est auteur du podcast L'éveil du masculin, pour parler de ce sujet qu'on me pose souvent, en fait, pourquoi j'ai l'impression, et c'est beaucoup de femmes qui me posent cette question, pourquoi j'ai l'impression en fait que les hommes veulent pas s'engager? Pourquoi j'ai l'impression qu'ils veulent fuir? Et je me suis dit que tu étais vraiment la bonne personne pour en parler parce que toi, de ton côté, tu accompagnes aussi des hommes à retrouver leur place d'homme, leur place de leader. Tu les accompagnes au biais d'accompagnement, de formation, mais aussi des cercles d'hommes et puis des retraites que tu organises à Bali. D'ailleurs, une va arriver bientôt. Donc voilà, c'est pour parler de ce sujet. Bienvenue, Chris, sur le podcast. Merci Sandy, très content d'être avec toi, avec toute la communauté. Et c'est un beau sujet. C'est souvent une question aussi qui revient, tu sais, chez les hommes, car c'est un vrai cas pratique. Moi, le premier, je suis passé par ça il y a quelques années. Et quand tu disais mythe ou réalité, il y a vraiment une réalité au niveau de l'engagement. Mais il y a aussi des choses à comprendre sur la compréhension du fonctionnement du féminin et du masculin, des hommes et des femmes, où parfois on peut avoir l'impression d'un partenaire qui n'est pas vraiment engagé, mais je dirais qu'il s'engage un petit peu à sa façon. Et parfois, en effet, les besoins ne sont pas forcément comblés aussi de l'autre côté, donc on a l'impression que c'est pas forcément engagé. Donc on est là pour parler de tout ça. Bah écoute, je vais aussi partager de mon expérience personnelle parce que je faisais aussi partie des femmes qui avaient cet a priori vraiment très ancré en moi. Peut-être avant de commencer comme ça dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu as eu envie d'accompagner les hommes à trouver leur place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre société qui peut expliquer ou qui peut faire que c'est plus dur pour un homme de trouver sa place? Oui, complètement. Alors moi, c'est vraiment mon couple, ma relation de couple qui m'a fait travailler, qui a ouvert, on va dire, l'espace pour travailler sur ma masculinité. Et c'est au bout de 4 ans de relation où, en fait, on a eu une première séparation et où j'avais vraiment du mal, tu vois, à m'engager dans la relation de couple, justement. Et dès qu'il y avait un souci, c'était vraiment la pensée de c'est pas normal, la relation, elle doit fonctionner, on doit être compatible. Et si on n'est pas compatible, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc, je préfère partir de mon côté ou je préfère me désinvestir de la relation. Puis, il y avait aussi un peu une posture d'archétype d'homme-enfant qui se faisait parfois un petit peu materner, qui avait du mal, justement, tu vois, à prendre sa place et à s'assumer, à s'affirmer dans la relation. C'est à partir de ce moment où j'ai commencé, on va dire, à cheminer de mon côté, aussi avec ma partenaire. Alors, elle a eu une élévation de conscience et un travail personnel plus intense et plus rapide que moi au début, donc c'est un petit peu elle qui a initié ça. Puis il y a eu ce moment où il y a eu un décrochage et j'ai compris que j'étais confronté au fait de me dire, cette personne, je l'aime, je tiens à cette relation, mais en effet, ma posture dans la relation, elle ne convient pas tout à fait. Et si je veux qu'on puisse avancer ensemble, je vais devoir vraiment m'investir, je vais devoir vraiment m'engager, je vais devoir aussi mieux la comprendre, mieux comprendre ses besoins, mieux respecter ses limites et voir comment on va pouvoir construire tout ça ensemble. Et donc, il y a eu un moment où on a pu commencer à cheminer ensemble, beaucoup à travers le voyage, parce qu'on s'est beaucoup déplacé entre le Mexique, Bali, notamment l'Indonésie, on a eu le Portugal, ce qui fait on a eu l'opportunité de faire aussi pas mal d'événements et de retraites, parfois notamment autour de la relation de couple. Et ça nous a permis, alors, moi, ça m'a permis de mettre un pied dedans et de reconsidérer des choses déjà, et de voir un petit peu aussi toutes les insécurités que j'avais en tant qu'homme. Qu'est-ce qui fait que j'avais aussi du mal à m'engager? On pourra en parler plus tard, mais il y avait un petit peu la peur de perdre ma liberté, tu vois, en tant qu'homme. C'est là où ça a commencé, on va dire, à me faire travailler. Puis il y a ce moment où je me suis dit, c'est bien parce que moi, j'avance de mon côté, j'expérimente plein de choses avec ma partenaire. Et en même temps, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes à côté qui sont en demande, qui ne bougent pas forcément, qui ont besoin soit d'inspiration, qui ont besoin de s'expérimenter, qui ont besoin de déconstruire certaines choses. Est venue en fait l'idée de lancer des cercles d'hommes et d'accompagner les hommes justement sur toutes les problématiques qui sont liées à la masculinité, mais aussi au couple, à l'intimité, à la sexualité. Pour le dire ici, on ne dirait pas comme ça, mais souvent les hommes, quand les hommes viennent en cercle d'hommes, l'une des plus grosses problématiques qui revient souvent, c'est la relation de couple. C'est vraiment, j'arrive pas à comprendre ma partenaire, ou j'ai l'impression de ne pas être assez, ou je manque de confiance en moi, ou je me comporte des fois un peu comme un enfant et je vois que ça se projette sur elle, ou parfois, par exemple, j'ai une addiction au porno, tout simplement, et je vois que ça vient tuer un peu le désir dans ma relation de couple. C'est vraiment des problématiques qui reviennent souvent. Mm. Ben, déjà, merci pour ton partage sincère. Ben, je trouve que ça rentre beaucoup aussi dans l'évolution de notre société où finalement l'homme, il peut être peut-être un peu perdu dans toutes ses casquettes. Est-ce que je dois être l'homme viril qui séduit la femme? Est-ce que je dois être l'homme qui arrive à la comprendre, à écouter ses émotions? Mais moi, on me l'a jamais vraiment
permis ou toléré. Et j'avoue, j'accompagne aussi de temps en temps des hommes. J'avoue qu'il y a vraiment cette notion, bah, c'est quoi le juste en fait? Je me sens perdue, j'ai un peu cette contradiction, j'ai envie du lien, mais j'ai envie de la liberté. Donc, merci beaucoup pour ce résumé-là de qu'est-ce qui peut en fait créer comme difficulté finalement chez l'homme pour s'y retrouver, se sentir à sa juste place et reconnu en fait dans sa place et ce qu'il fait aussi pour la relation. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que les hommes ont vraiment plus peur de l'engagement que les femmes? Alors, c'est que ma vision des choses, mais pour avoir côtoyé beaucoup d'hommes et moi-même en tant qu'homme, et pour me voir aussi dans mes précédentes relations, il y a une peur de l'engagement. Ouais, il y a une peur de l'engagement, il y a une peur de rentrer dans la relation et de mettre vraiment all-in et de se dire, bah, j'y mets les deux pieds, pas juste un pied, et je joue le jeu à fond. Moi, je sais qu'il y a un moment, comme je te le disais, un peu plus dès qu'il y avait des conflits, il y avait des disputes, dès qu'il y avait des choses qui me mettaient moi en tension, tout de suite, c'était un petit peu le moyen de tirer la couette de mon côté, de me dire ça va pas, et est-ce que ça va pouvoir continuer dans le temps? Est-ce que je vais vraiment me projeter dans une relation comme ça? Parce que là, il y a pas mal de conflits, ça continue à augmenter, j'ai pas mal de reproches, c'était des choses en fait qui me mettaient en friction. Alors qu'en réalité, en prenant du recul sur tout ça, il y avait déjà un gros manque de communication de ma part. Et à partir du moment où il y a une mauvaise communication dans la relation de couple, ben, c'est difficile de se comprendre, c'est difficile de parler de ses besoins. Il y a aussi le mode d'emploi qu'on a reçu à la maison, mine de rien, parce que ben, quand on se calque un petit peu sur les modèles familiaux, sur les parents, quand on se calque par exemple sur son père qui a toujours été un peu cocotte minute, qui dit rien, qui est parfois un petit peu, je dirais, dans l'archétype de l'amant désinvesti dans la relation de couple, qui fait parfois passer son travail plus que sa relation, bah, naturellement, tu te construis un petit peu sur la figure paternelle et puis tu fais un petit peu du mieux que tu peux, mais c'est des choses qui se rattrapent. Au bout d'un moment, c'est des choses qui se rattrapent parce que bah, tu reproduis ça dans ta relation de couple et dès qu'il y a une difficulté, bah, tu as tendance un petit peu à te barrer, à prendre la fuite. Moi, je sais que tu vois, dès qu'il y avait des disputes et que ça clashait fort, j'avais tendance à me mettre en silence, parfois pour me préserver, pour me protéger, parfois aussi pour manipuler l'autre, pour lui faire du mal d'une certaine façon, parce que je me sentais blessé en fait dans la dispute. Et il y a un moment où en fait j'ai compris que ce silence, il n'était pas bon parce qu'il ne permettait pas l'espace de pouvoir dire ce qui n'allait pas dans la relation et de se dire au bout d'un moment, ben, on se dit les choses, on parle des besoins qui ne sont pas forcément comblés et on voit comment à deux finalement on peut trouver des solutions pour avancer. Alors là, tu as déjà commencé à parler des causes, on va dire, internes, et j'ai entendu plusieurs choses qui m'ont un peu tiqué à l'oreille. La première cause que tu as mentionnée tout à l'heure, c'est l'homme-enfant. Est-ce que tu veux peut-être un petit peu expliquer, ça serait quoi la problématique de l'homme-enfant? Et puis, d'où est-ce que ça pourrait venir finalement, peut-être de ton expérience ou... Ouais, je vais partir de mon expérience. Moi, ça a été vraiment, bah, tu sais, le cas de l'idéalisation de la mère, la difficulté à couper le cordon et la facilité finalement à chercher dans ma partenaire une mère, de manière très inconsciente. Donc, une femme forte, une femme qui prend sa place, une femme qui brille, une femme finalement qui me sécurise, mais qui me fait, bah, qui continue à faire en sorte que je reste dans une position d'enfant et donc dans une position aussi beaucoup plus passive au sein de la relation de couple. Donc, typiquement, l'homme qui prend pas de décision, qui organise pas les choses ou qui pense que c'est que la femme qui doit organiser les choses par rapport à la maison, par rapport aux enfants, l'homme qui manque aussi d'initiative, et puis finalement bah, l'homme aussi qui parle pas de ses opinions, parle pas de ses besoins, qui garde les choses pour lui et qui fait pas avancer la relation. Et en faisant ça, en fait, tu te places dans une position d'enfant et donc tu places ta partenaire dans une position de parent. En fonction du tempérament de ta partenaire, ça peut être le parent hyper sécurisant, donc le parent nourricier, mais ça peut vite aussi être le parent autoritaire qui te flique, qui te coach. Et là, on est dans une polarité qui est pas saine parce que, bah, bien sûr, ça va tuer l'intimité. Il y aura beaucoup de confrontations. On a du mal à trouver sa place, tu vois, une fois de plus dans la relation de couple. Et en même temps, la femme qui est en face a des difficultés à redescendre, je dirais, dans son énergie un peu plus féminine, donc un peu plus dans la réceptivité, dans le lâcher prise, à partir du moment où elle se dit que, en fait, en face, elle a un enfant. Donc le bateau, la maison, elle peut pas tourner. Donc comment, tu sais, il y a vraiment un truc qui est, en tout cas que moi j'ai compris avec le temps, une femme se concentre beaucoup sur les besoins qui sont autour d'elle, donc pour les enfants, pour la maison, tant qu'elle n'a pas eu l'espace pour, on va dire, régler ça, pour revenir sur ses besoins à elle, c'est difficile d'avoir une femme qui est réceptive, qui va être vulnérable. Et à partir de là, tu vois, moi j'étais beaucoup dans le reproche de mais t'es pas vulnérable, t'es pas sensible, tu t'ouvres pas à moi, je suis pas comblé au niveau de mes langages de l'amour. Donc je reprochais des choses, mais qui étaient aussi dues en fait à ma position d'enfant. Et bien sûr, après, c'est un miroir. Ma partenaire aussi, parfois, montait un petit peu en mode flic, me coachait sur certaines choses. Moi, ça m'énervait, je me sentais pas utile ou émasculé. Et donc, il y avait beaucoup de friction, tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment un peu cette relation, tu vois, de cause à effet entre les deux Ouais. partenaires. C'est vrai que du point de vue de l'homme, si tu te positionnes en tant qu'enfant, en fait, tu ne prends jamais ton 50% de relation. C'est toujours la faute de l'autre. Donc, la perception qu'une femme peut avoir, c'est
Oh là là, je me suis occupée de lui, j'ai tout donné, et puis il fuit, il part encore plus. Donc ça serait le premier aspect. Et l'autre aussi, et là je dirais, ça serait aussi peut-être l'attitude de la femme vis-à-vis de l'homme, si elle prend ce rôle de mère, si elle prend ce rôle soit de coach, soit le côté un peu nourricière, maternante, etc. Eh bien, en fait, ça peut aussi donner aucune place à l'homme de Ouais. prendre son rôle, d'être le partenaire aimant, soutenant, avec cette force douce, rassurante qu'un homme peut avoir. Et je dirais que c'est là, en fait, où il y a, ben, pour les femmes qui nous écoutent, de se dire, OK, est-ce que je laisse vraiment la place à l'homme dans la relation? Est-ce que je m'enlève en fait de ce rôle peut-être maternant ou fliquant, contrôlant? Alors moi, c'était mon rôle là. Et en effet, quand tu es dans ce rôle contrôlant, fliquant, et bien en fait, l'homme, il a qu'une envie de partir, quoi. Parce que il n'y a rien de pire qu'avoir le sentiment de se dire, mais je serai jamais assez pour cette personne, en fait. Il faut C'est toujours complètement que je ça. fasse plus, il faut toujours que j'atteigne le top top. Et moi, en fait, dans mes expériences, alors moi, j'avais le schéma de la trahison, mais il y a quand même certaines relations, je me suis dit, en fait, j'ai compris que j'avais poussé l'homme en dehors de la relation, en fait, par ce côté, je veux tout contrôler. Et bien sûr, hein, il y avait mes schémas amoureux, mon passé qui était là, mais c'est une bonne première dynamique. Merci de l'avoir mentionné. Et, tu vois, c'est là où en fait bah, la polarité est importante et le travail de polarité vraiment dans la relation de couple, il se fait à deux parce qu'en fait ce travail, on est vraiment en miroir et quand il y en a un qui est à défaut sur sa position parce qu'il est trop enfant, l'autre est certainement bah, trop parent et en même temps ça nous pousse à recomprendre un petit peu les besoins tu vois, du féminin, de la femme, mais aussi du masculin et de l'homme. Par exemple, on sait aujourd'hui, l'homme il a ce besoin d'être utile, il a ce besoin aussi d'être valorisé, c'est hyper important pour les mecs. C'est-à-dire que même quand un homme fait quelque chose, même si c'est pas très bien fait, c'est important de pouvoir le valoriser plus que de lui dire, de lui faire un reproche et lui dire la prochaine fois que tu pourras faire mieux. Ça fait, bah, ça flatte un peu l'ego masculin, mais on fonctionne aussi beaucoup comme ça. Et il y a ce besoin, je t'ai dit alors, j'ai dit utilité, il y a valoriser et de liberté. Et c'est vrai que si on se retrouve avec une femme qui est très maternante, très hyper sécurisante ou qui prend toutes les décisions, bah, tout de suite on a l'impression de plus forcément avoir de place et aussi d'utilité dans la relation. Donc c'est là où en fait on a besoin d'exprimer nous nos besoins et de s'engager à les exprimer, mais la femme aussi a besoin de comprendre les besoins du masculin et vice-versa, mais a besoin aussi d'exprimer ses besoins. Là où tu vois, par exemple, la femme, elle a aussi peut-être un besoin de sécurité qui est important, elle a besoin d'amour, de chérir vraiment le lien, elle a besoin de communication, qu'on puisse vraiment se dire les choses. Donc finalement, ce travail, il se fait à deux, et c'est plus on est capable de se mettre aussi à la place de l'autre, sans extrapoler, sans interpréter, on va dire, ses besoins, plus on est capable de les communiquer ensemble et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on a besoin en fait pour pouvoir grandir à deux, et plus on peut faire travailler ensemble. Écoute, vraiment le fait de reconnaître ce qu'un homme fait dans la relation, moi quand j'en ai pris conscience, ça a vraiment métamorphosé mon rapport aux hommes, mais pas seulement amoureux en général, parce que en fait, je me suis vraiment rendu compte que ce besoin de reconnaissance, il n'était pas le même en fait entre un homme et une femme. J'en parle d'ailleurs dans un épisode, je crois c'est le numéro 100, la baguette magique en couple. Mais c'est vrai que en fait, c'est prendre conscience en fait tout ce qu'une personne qui n'est pas obligée, qui a envie de nous faire plaisir, qui a envie qu'on soit bien dans la relation et qui le fait et reconnaître ça en fait, je trouve que c'est une habitude tellement vertueuse dans la relation parce que finalement le reproche c'est on regarde pas ce que la personne elle a déjà fait, on se Ouais, dit mais qu'est-ce qu'elle peut encore faire? ouais. Et Et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? ce qu'elle n'a pas encore fait ou ce qu'elle pourrait faire de mieux. Et finalement, en fait, bah, tu rentres dans un cercle de négativité qui est inutile pour chaque genre en général. Mais je dirais que pour un homme, avoir ce sentiment d'être assez, en fait, de pouvoir être soi, de pouvoir être libre d'être soi, de pouvoir soutenir à la hauteur de ce qu'on veut soutenir et d'être reconnu là-dedans, eh bien, ça donne vraiment cette envie, en fait, d'aller vers l'engagement.
Ça permet, tu vois, une réceptivité du côté de l'homme pour parler des essences rapidement. Tu sais, on a la fameuse essence féminine et masculine, et chaque être est composé des deux, autant les femmes que les hommes. L'homme a aussi besoin de cette réceptivité, parce que quand il est beaucoup plus réceptif, il est aussi beaucoup plus communicant, il peut être plus vulnérable, il peut aussi expliquer ce qui est un petit peu compliqué pour lui, sans forcément prendre une posture de victime qui insécurise le partenaire en face, tout en se responsabilisant. C'est là où, en fait, tu vois, c'est pour moi la relation de couple, c'est un ping-pong parce qu'on bouge entre ces deux essences, mais quand on est capable de reconnaître les deux essences chez son partenaire et de pas les enfermer, parce que par exemple, un homme qui enferme son essence, je dirais un peu plus féminine, donc sa sensibilité et sa vulnérabilité, il aura tendance à l'enfermer, à l'opprimer chez sa partenaire. C'est-à-dire que dès que sa partenaire va communiquer ses besoins ou ses ressentis, il va faire la sourde oreille, ou il va pas être OK avec ça, ou il va enfermer ça, et ça, c'est hyper douloureux, tu vois. Donc c'est là pour moi où le travail de polarité, il se fait déjà pour soi, donc notre mariage intérieur, je me permets d'exprimer mes deux essences et d'être à l'aise avec le fait de pouvoir communiquer avec ma partenaire, mais de pouvoir aussi être soutenant et être fiable, et je lui permets d'en faire d'autant. Donc, on a vu l'image de la mère, on a vu en fait l'équilibre des polarités, ou bien, je dirais, ce qu'un homme a vraiment besoin pour se sentir aussi reconnu dans une relation. Après, tu as parlé tout à l'heure, en fait, peut-être de l'impact de l'image du père. Là, tout à l'heure, tu as parlé du côté, bah, le féminin qu'on repousse, où on met un couvercle. Moi, je le constate aussi, il y a souvent cette image, qu'est-ce que doit être un homme? Qu'est-ce que doit faire un homme? Donc, il y a l'influence culturelle, l'influence Ouais. familiale. En quoi cette image-là, tu as l'impression qu'elle peut créer une certaine peur de l'engagement, selon toi? Bah, tu vois, qui dit engagement, dit certain niveau d'intimité, mine de rien, parce que c'est dans l'intimité qu'on arrive quand même à créer des choses, qu'on arrive à communiquer ce qu'on est, tout simplement, et qu'on est aussi vulnérable. Et pour les hommes, oser être vulnérable, c'est difficile, parfois avec les femmes, mais parfois aussi entre hommes. Je le vois beaucoup, tu sais, dans les retraites masculines. Pour peu que tu aies grandi dans un cadre où c'était plutôt compétition, virilité un petit peu alpha, il faut être le plus fort, tu souffres, tu ne le montres pas, tu restes fort, bah, tu grandis avec des conditionnements, mais aussi des injonctions sociétales qui font que bah, t'opprimes ces parts de toi, en fait. Et tu te permets pas de les vivre, ou en tout cas, tu penses que c'est de la fragilité, de la faiblesse, et que ça n'a pas sa place. Et donc, tu restes un petit peu cantonné à l'image de genre où l'homme doit être fort, doit être viril, doit prendre soin d'eux. Et au lieu de créer une réceptivité, en fait, tu crées une pression, une tension énorme à l'intérieur de toi. Et au final, quand tu grandis en tant qu'homme, au bout d'un moment, tu sens que tes démons te poursuivent, et que c'est pas sain pour ta relation de couple, parce qu'en face, tu as aussi une partenaire, une femme qui a besoin de nourrir le lien, qui a besoin de cette intimité, qui a besoin que tu te livres à elle. C'est ce qui fait qu'elle s'intéresse à toi, c'est ce qui fait qu'elle plonge en toi, c'est ce qui fait qu'elle apprend à te connaître et qu'elle apprend à t'aimer pour qui tu es. Donc, tu vois, il y a vraiment ouais, le bagage familial, les pressions sociétales. Et aujourd'hui, on peut le dire, tu vois, par exemple, au niveau du féminisme, t'as un féminisme qui est très, je dirais, très fort, qui est même très dur envers les hommes. Et en même temps, il faut comprendre qu'il y a des femmes qui ont été blessées pendant des générations et des générations. Toutes les histoires de chasse aux sorcières, c'est pas des mythes. Factuellement, ça s'est passé. Et on peut aussi comprendre ces femmes qui aujourd'hui ont beaucoup de rancœur envers les hommes. Donc, je te parle de ça parce que souvent, je vois des hommes qui sont un petit peu énervés ou enragés par rapport à ça, et qui ne se mettent pas à la place de toutes ces femmes qui ont souffert pendant des générations. Je pense que c'est important de reconnaître les blessures de l'autre, de les accepter, de ne pas les enfermer, et de pouvoir en parler, de construire ensemble. Comme chez les hommes, tu as la blessure de la honte. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'hommes qui sont coupés de leur essence masculine et qui ne se reconnaissent pas en tant qu'homme parce que j'ai honte d'être un homme qui a, pendant des générations, blessé les femmes, qui a abusé des femmes, qui a violé des femmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, figure paternelle qui était peut-être un peu machiste, ou la société de l'homme alpha, j'ai tendance à le rejeter. Et donc, je rejette aussi une partie de mes qualités masculines, et j'ai du mal à être ce masculin qui est aussi soutenant, qui est présent, qui est fiable, par exemple, tu vois. Ah, c'est super intéressant. Je voudrais rebondir sur la première partie que tu as dit, avec ce côté, ben, justement, quand tu rentres dans un couple de longue durée ou engagé, tu es obligé, en fait, finalement, de faire face à ton intimité, ta vulnérabilité. Et en effet, quand il y a des blessures à ce niveau-là, ou qu'il y a eu des injonctions de type un homme ne doit pas le faire, ben, ça peut donner le schéma ou cette impression d'un homme qui enchaîne des petites relations, mais qui va jamais aller dans une relation engagée. Et c'est finalement pas à cause de la personne, mais c'est par cette peur, en fait, de rentrer dans la vulnérabilité et de lâcher finalement ce couvercle selon l'histoire familiale, selon l'aspect culturel, qu'on on nous a incité à fermer, en fait, pendant des années. Et le dernier, en fait, ce côté, j'ai honte, en fait, d'embrasser finalement mon énergie masculine,
Parce qu'il y a tout ce passif, il y a tout ce qu'on a pu imposer aux femmes pendant des années. Et je pense que ça crée en effet peut-être chez des femmes un peu ce sentiment de c'est pas juste et tous les hommes sont, et puis à chacun met son qualificatif. Et c'était super intéressant ce que tu as dit du fait que les hommes aussi en souffrent en fait et se remettent beaucoup en question là-dessus. Et peut-être l'invitation en fait, c'est ben, peut-être qu'à deux, on peut penser les plaies, c'est-à-dire que ben, c'est beau déjà de voir qu'un homme reconnaît et se sent touché par ça. Et puis pour une femme, de se dire, ben voilà, ce qu'on a peut-être vécu pendant des générations, on n'est peut-être pas obligé de l'imposer au masculin pour les générations suivantes, en fait. Complètement. Là, tu vois, on est vraiment sur une forme de responsabilisation pour les deux. Et pour les hommes, j'ai vu peut-être le modèle parental que j'ai eu ou les anciennes générations. Et qu'est-ce que j'ai envie de reproduire aujourd'hui? Quelle vision du masculin j'ai envie d'incarner aujourd'hui dans mes relations avec mes enfants, dans mon travail? Est-ce que je veux une posture qui est juste, qui est saine, sans m'oublier, mais qui contribue? Ou est-ce que je vais perpétuer des choses qui ont fait du mal et qui continuent à faire du mal et qui continuent à créer plus de séparation que de lien en fait avec le féminin? Ouais, 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 super important. J'avais envie d'aller sur le syndrome de la fille gentille. Ok. Parce que des fois, je trouve aussi, alors on a vu beaucoup de choses par rapport à l'homme et ses difficultés, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il n'ait pas envie de s'engager. On a abordé quelques comportements de la femme qui fait que ça peut pousser l'homme à partir, à fuir. Qu'est-ce que tu penses du syndrome la fille trop gentille? Donc celle qui dit jamais non, qui est toujours prête pour qui se suradapte. Ouais, la fille vraiment gentille. Qu'est-ce que ça, tu penses que ça a comme impact en fait sur l'engagement au masculin? Ça a un impact énorme. Alors, tu vois, moi, le premier, j'ai eu le syndrome du gentil garçon, du mec qui a Mhm, du mal à poser ses limites, plutôt dans les blessures du rejet, donc mhm, qui manque d'estime de lui, qui va tendance à avoir à faire plaisir à l'autre, donc vraiment le people pleaser, qui a tendance à pas non plus assumer ce qu'il pense et qui lisse les coins de table. En fait, déjà pour soi, c'est une censuration parce que bah, mhm, tu t'affirmes pas et ça te permet pas de prendre ta place dans la relation de couple et de faire valoir ce qui est important pour toi, de poser tes besoins, mais aussi de poser tes limites. La fille gentille aura en général un petit peu de mal à poser ses limites par peur de blesser ou d'être rejetée, tu vois, de froisser l'autre. C'est là, tu sais, en fait, le couple, c'est super bien fait. Souvent, tu as la fille gentille qui rencontre le mec, justement, qui a du mal à s'engager ou qui peut être un peu plus un petit peu bad boy et qui peut aussi plus profiter de cette situation. Et tu peux aussi tomber dans la fille gentille qui au bout d'un moment, comprend pas et se dit, mais je tombe que sur des mecs qui sont chiants ou sur des connards. Parce qu'en fait, il y a des polarités qui font qu'on attire un petit peu ce pourquoi on doit travailler. mhm, Et c'est parfois se dire, alors justement, cette relation où je suis un peu dans cette position de fille gentille, elle me fait travailler parce que je suis avec un mec visiblement qui fuit l'engagement, qui est pas sécurisant. Alors même s'il a une belle énergie masculine, même s'il est un peu bad boy, même s'il est un petit peu alpha sur les bords, je sens que je peux pas trop compter sur lui. Donc finalement, bah, qu'est-ce que dans cette relation je dois venir déposer? Quels sont les besoins que je dois affirmer? Est-ce que c'est vraiment ce que je recherche aussi dans une relation? Est-ce que je ne chercherais pas forcément un homme un peu plus équilibré dans son énergie féminine et masculine? Donc ça amène à se poser plein de questions, mais ça amène à mettre en miroir toutes les insécurités aussi de la fille gentille, tout ce qui se passe pour la fille gentille, tout le conditionnement que la fille gentille a eu, et comment cette fille gentille peut se permettre de jouer aussi plus d'archétypes en fait, dans son mhm, féminin et dans sa vie, parce qu'elle n'est pas qu'une fille gentille. Parce que mhm, dans son monde, il y a aussi la fille un peu plus méchante, un peu plus badass. Il y a la peur de l'assumer, tu vois, de le vivre. Mais en même temps, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir aller chercher les ombres et réinstaurer de manière juste et se permettre d'être cette fille qui est un peu plus désagréable, qui sait aussi dire non, qui pose ses limites. Et quand c'est un non, c'est vraiment un non. Qui n'hésite pas à faire bouler l'autre personne parce que bah, elle se dit, OK, c'est bon, j'ai pas peur de décevoir, c'est comme ça. À partir du moment où ça est mis à l'intérieur de moi, c'est comme ça et ça change pas, tu vois. Donc, mhm, je pense que c'est un. Moi, ça a été en tout cas mon travail parce que tu sais, je le transpose par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, ça a été sortir de l'identité du gentil garçon et être ce garçon un petit peu plus désagréable, tu vois, qui pose ses limites. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a fait beaucoup de bien aussi à ma relation. Et même ma partenaire m'a dit, bah, en fait, tu vois, je préfère quand tu me dis non. Ça me pique sur le moment, mais en fait, je sens que c'est pas aligné avec toi. Mais en fait, je sens qu'au moins, c'est juste pour toi et que tu le fais vraiment pour toi. Et ça nous évite de passer des moments où tu n'es pas vraiment présent, où tu m'as dit oui pour me faire plaisir et que finalement, après, tu me le reproches ou je sens que tu n'es pas là et c'est moi qui te le reproche. Donc, tu vois, ça permet d'éviter tout ce genre de scénario qui est compliqué à vivre dans la relation de couple. Donc, je pense que la gentille fille, elle a pour qualité d'être vraiment une gentille fille, mais elle a pour, je dirais, travail d'aller chercher aussi ces différentes facettes, tu vois, et de les exprimer et de faire certainement un travail d'estime de soi, parce qu'en fait, quand tu es dans le personnage du gentil,
tu as toujours peur en fait de déranger ou de sortir du cadre. Donc il y a toujours aussi ce manque d'estime de soi qui fait que tu prends pas ta place. Et en fait, cette gentille fille ou ce gentil garçon, ça te poursuit dans la relation de couple, mais ça te poursuivra avec les enfants certainement, ça te poursuivra sûrement au travail, avec un patron avec qui tu as du mal à poser tes limites et qui profite de toi. Donc tu vois, c'est un travail que tu fais pour le couple ou pour toi, mais qui est valable pour tout en fait. Ouais. Et souvent, en fait, la conséquence de ce schéma-là, en fait, c'est le sentiment que j'ai beau être gentil, la personne en face de moi ne s'engage pas, ne s'investit pas, et que je cours après quelque chose que j'arrive pas à faire, et pourtant, j'ai ce comportement de gentil. Alors que quand tu vas vers bah, cet équilibre entre la gentille, la méchante, moi j'aime bien appeler ça l'alignement, ça Ouais. crée aussi une polarité, si je reprends les termes que tu emploies, et puis ça crée un équilibre dans la relation, dans le sens où la personne en face se dit, ah, mais en fait, il n'y a pas tout qui est permis. J'ai aussi quelque chose à donner dans la relation, à investir dans la relation si je veux que la relation, en fait, continue. Et ça équilibre, en fait, naturellement ce sentiment que la fille gentille peut avoir, bah, pourquoi tout le monde se barre alors que je suis gentille, en fait. C'est vraiment ça. Complètement. Il y a le côté vraiment, pour la fille gentille ou pour l'homme gentil, il y a vraiment ce côté femme gentille. Il y a vraiment ce côté aussi dépendance. C'est-à-dire qu'en général, on le voit au niveau des polarités, il y a souvent un excès d'énergie féminine et un manque d'énergie masculine qui vient un peu plus cadrer, structurer, donner une direction, ce qui fait qu'on peut être facilement dépendant de l'autre. Quand on est dépendant de l'autre, bah, des fois on se courbe un petit peu parce qu'on a cette peur d'être abandonné ou d'être jeté. Et c'est en tout cas pour moi un dossier à aller voir pour retrouver une posture, je dirais, d'adulte à adulte et pas une posture où je suis en position basse et je me sens dépendant de l'autre. Et l'autre, finalement, bah, me fait souffrir parce qu'en fait, bah, pas il s'en fout, mais il a du mal à s'engager ou il n'est pas présent à sa façon ou mes langages de l'amour, il passe à la trappe, mais de toute façon, j'arrive même pas à les exprimer. Donc, c'est comment je peux retrouver un peu mon indépendance au sein de la relation pour retrouver un équilibre et qu'on puisse avancer ensemble. Mhm. Ouais, bien, super résumé. Pour conclure sur une note positive, tu m'avais dit en tout début de l'interview, ben voilà, je pense que c'est en effet une réalité, cette peur de l'engagement chez les hommes. Maintenant, qu'est-ce qui peut donner envie à un homme de s'engager? Alors, je mets un bémol pour tous ceux qui m'écoutent. Le but, c'est pas que la femme se sente au service pour donner envie à l'homme de l'engager, c'est plus, en fait, avoir ton opinion en tant qu'homme, et puis ce que tu as peut-être aussi entendu dans les hommes que tu accompagnes. Qu'est-ce qui est valorisé beaucoup? Alors, tu as parlé de la liberté, tu as parlé de l'utilité, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses comme ça qui te venaient Quelque chose, ouais. Tu vois, quand je dis liberté, il y a le fait de ne pas se sentir coaché par ses partenaires Mhm, ou de ne pas répondre à tu dois aussi faire du dev perso pour être plus éveillé, pour être plus conscient, pour qu'on puisse échanger ensemble. Parce que le but, c'est pas que l'homme devienne la meilleure amie de sa partenaire, mais qu'il trouve sa place d'homme et qu'il y ait cette polarité et qu'il soit aussi reconnu pour ce qu'il est, même s'il a un chemin un peu différent ou une façon de faire du développement personnel ou de la spiritualité un petit peu différente. Il y a pour moi aussi, alors moi de mon côté, ça joue beaucoup, mais c'est aussi un message pour les hommes, c'est l'admiration. Tu sais, quand tu es en admiration de ton partenaire, ça donne cette intensité qui fait que tu as envie de t'engager, tu as envie d'être à ses côtés parce que tu l'admires pour certaines choses. Souvent, tu as envie d'en faire d'autant quand il n'y a pas de souci d'estime de soi. Donc l'admiration, ça joue beaucoup. Et il y a un truc que je voulais te dire tout à l'heure parce que par rapport aux hommes, une fois de plus, parfois on a l'impression qu'on ne s'engage pas, mais c'est juste que des fois on a des communications qui sont très différentes. Là où la femme peut être parfois, alors il ne faut pas mettre des personnes dans des casquettes ou dans des catégories, mais là où la femme peut être beaucoup plus dans le verbal, l'homme peut être beaucoup plus dans le non-verbal. Et moi, ça m'est arrivé souvent, dans une dispute avec ma partenaire, de revenir plus par une tendresse, un câlin ou un service rendu, un langage de l'amour différent, qui était peut-être une communication en mode non violent, tu vois. Donc, il faut aussi savoir comment, je dirais, fonctionne son partenaire mhm, et voir qu'en fait, parfois, c'est pas juste un problème d'engagement, c'est juste que parfois, c'est un fonctionnement qui est différent. Mais de lui, on attendrait un fonctionnement un peu similaire au nôtre parce que nous, on a cette façon de fonctionner, en fait, tu vois. Mais c'est un peu comme les langages de l'amour. Quand tu as une personne qui rend des services et il y en a une autre plutôt qui favorise les moments de qualité, bah, on a l'impression d'être dans deux mondes. C'est juste qu'en fait, on fonctionne différemment. Après, c'est finalement chacun en fait un pas à l'avant, de côté, peu importe, pour se retrouver et pour pouvoir utiliser, je dirais, l'ensemble des langages ensemble. Mais par rapport à, alors je reviens sur, parce que je suis en train de partir, je reviens sur l'engagement pour les hommes. Je pense que oui, tu l'as dit, bah, c'est liberté. Je pense qu'il y a ce besoin des fois de nous mettre des baffes. Je le dis comme ça, parce qu'en fait, il ne faut pas hésiter.
quand ça va pas, une fois de plus, à sortir de cette image de la fille gentille et de dire les choses telles qu'elles sont. Souvent, les mecs, on est dans le déni, tu vois. Et les red flags, on a énormément de mal à le voir. Et moi, je le vois dans mes retraites. Et en fait, les gars se réveillent au bout de 15 red flags, mais en fait, bah, elle est déjà en train de partir, en fait, tu vois. Et tu as eu moult occasions. Je pense qu'il faut pas hésiter à rentrer dedans. Parfois, c'est dur à dire, mais les hommes avancent un petit peu dans la souffrance et ils ont besoin de se rendre compte de ce qu'ils sont vraiment en train de perdre. Ils ont besoin de le considérer pour des fois avoir des prises de conscience et se rattraper. Moi, je sais que tu vois, une fois avec ma partenaire Chloé, elle est rentrée d'une retraite, elle m'a expliqué globalement bah, ce qui se passait et que ça lui convenait plus, mais elle l'a fait avec une posture et un tel aplomb que j'ai eu une crise d'urticaire derrière. C'était la première fois émotionnellement que je ressentais un truc aussi fort et que sur le moment, au bout de 4 ans, j'ai eu la sensation de la perdre. Et en fait, j'ai eu une réaction physiologique et émotionnelle. Et là, j'ai commencé, tu vois, à reconsidérer les choses. Alors, je dis pas donner des crises d'urticaire à vos hommes, c'est ce que je dis, mais c'est important, voilà, quand on a quelque chose qui est important pour nous, de ne pas le conserver à l'intérieur parce que sinon, il pourrit à l'intérieur et ça fait des non-dits, ça fait des tabous, puis après on devient un couple bah, un petit peu vieillissant, qui reste un peu par habitude, où il n'y a plus d'intensité, et il faut toujours partir du principe que si l'autre n'a pas forcément envie de changer, à partir du moment où on fait déjà le travail pour nous, sans vouloir coacher l'autre, on fait changer les choses, on fait changer la couleur du couple. Et ça, c'est hyper important. Je ne vais pas dire garder espoir, mais c'est déjà faire le travail pour soi. Pour les hommes aussi, c'est se responsabiliser et se dire, bah, maintenant j'ai une relation, je tiens à la personne, je l'aime, et ben j'y vais all-in. C'est comme si demain j'ai envie d'avoir un enfant avec cette personne, c'est une lourde responsabilité. Donc soit j'y vais all-in et j'y vais à fond et je ferai du mieux que je peux pour être un bon parent, ou soit je fais pas en fait. Donc moi, c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Mais c'est important, une fois que tu considères que bah, ce que tu as et ce que tu aimes, de pouvoir t'engager à fond et de te dire que c'est un travail, en effet, que ça va venir heurter tes insécurités, mais qu'en même temps, tu es responsable d'aller travailler en coaching, en accompagnement, en thérapie, en retraite masculine, en retraite féminine, peu importe le moyen, pour aller déconstruire des choses, remettre des choses à leur place un petit peu plus juste pour retrouver une posture qui est juste pour toi et pour ta relation de couple. T'as dit quelque chose de super important. Bon, petit aparté, l'urticaire, c'est une réaction de ton système nerveux, hein, donc il y a des petits schémas là derrière. Mais c'est vrai que souvent, en fait, et je le vois beaucoup dans les femmes que j'accompagne, c'est ce sentiment d'être aligné avec ton timing et ton niveau d'engagement. Souvent, la posture qui se passe souvent, c'est j'attends que l'autre soit prêt, j'attends que l'autre ait envie par lui-même. Et en fait, les femmes, des fois, ne disent pas qu'elles sont déjà en phase de ressentiment, que ça va pas. Et le fait de pas le verbaliser, finalement, ça empire la relation parce que ça se ressent quand même, hein, c'est difficile à mettre un couvercle là-dessus, alors que quand c'est communiqué clairement en disant bah, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, quel niveau d'engagement c'est important pour nous, et ben ça met au moins les choses au clair, ça permet de confronter peut-être les deux niveaux différents d'engagement. Et ça permet aussi à la personne en face de se dire, bah voilà, je me positionne. Est-ce que là, j'ai envie de faire la prochaine étape, le prochain pas? C'est pas que on met un couteau sous la gorge ou un pistolet sur la tempe, mais c'est vraiment de se dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça pour avancer et oser le dire, oser le communiquer. Je pense que en effet, c'est quelque chose de super important. Et puis l'autre chose que tu as dit aussi, ce sentiment d'être respecté dans cette liberté, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui aide beaucoup si la personne en face est rassurée de dire, ben voilà, je peux être moi, je peux être acceptée comme je veux, j'ai mon degré de liberté qui est respecté, eh bien, ça donne aussi naturellement envie de s'engager. Je pense souvent que ce sentiment «je n'ai pas la liberté», il arrive quand la femme, en fait, elle se sent pas en sécurité dans la relation. Ouais. Moi, je dis un exemple typique que moi j'avais. En fait, quand j'étais dans une relation passée, j'avais l'impression, en fait, j'étais pas sûre de qu'est-ce qu'on avait comme relation, si c'était une relation engagée, sérieuse. Et du coup, bah, c'est normal, je paniquais quand mon copain sortait, je paniquais s'il commençait à parler à des filles. Et puis du côté du partenaire, ça pouvait être dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me surveille, j'ai pas le droit d'eux, etc. Mais en fait, ce n'était pas le problème que cette personne sorte, c'était que dans la relation, dans le cadre de notre relation, j'avais l'impression d'être sur des œufs et j'étais pas du tout au clair sur où on était. Donc ça, c'est peut-être aussi un mécanisme pour les personnes qui écoutent que vous pouvez vous poser la question, est-ce que en fait j'ai peur de la liberté de mon partenaire parce que la base dans la relation, elle est pas assez sécure. Ouais. Et à ce moment-là, ben,
ton invitation d'aller confronter finalement. Complètement, il y a la confrontation. Alors moi, je vois que les hommes bougent beaucoup avec la confrontation, mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais, le fait de clarifier les choses, ça fait beaucoup de bien pour chacun, même si ça nous amène à avoir des conversations parfois un peu désagréables, mais c'est nécessaire pour avancer. Et le fait de clarifier ses besoins, les attentes qu'on a par rapport à la relation, parce qu'en fait, à ce niveau d'intimité, on est en droit d'avoir des attentes à minima. Le fait de poser aussi ses limites, mais le fait aussi d'avoir une vision engagée de couple, au semestre, à l'année, sur éventuellement la roue de la vie, sur les différents projets de vie. Ça permet, tu vois, d'avancer avec clarté, de savoir où on est à ce moment de la relation et de voir aussi qu'est-ce qu'on est prêt à investir, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre. Mais au moins, ça permet je vais pas dire dresser un bilan, mais de savoir exactement où on en est. Alors que quand tu avances dans le flou, en fait, c'est hyper insécurisant. Et pour la personne qui est aussi en face, pour l'homme, c'est une forme, ouais, c'est un manque d'engagement parce qu'en fait, moi, je le vois comme ça, le masculin, mais il y a le masculin chez la femme. Le masculin, c'est aussi, tu vois, la direction, et c'est le fait de s'engager dans cette direction. Et c'est pas le fait d'imposer la direction, c'est le fait de la proposer. Mais quand on est en couple, on se la propose à deux et on s'engage à deux à l'intérieur, tu vois. Et donc, c'est un bel outil pour sonder un petit peu le niveau d'engagement, pour voir, tu sais, quand tu fais ta vision avec ton partenaire, tu vois un petit peu justement s'il y a de l'engagement ou s'il prend à la légère ou si il pense à autre chose ou s'il voit petit pour la relation, ou si, en effet, on peut jouer carte sur table, on peut y aller, on peut se dire les choses et puis on peut créer une vision qui va nous convenir et va nous faire avancer. Le dernier point, il y a un point, je ne sais pas si ça te parle, pour donner envie de s'engager. Ça, c'est quelque chose que j'avais un peu inconscient. Et au fur et à mesure de mon travail personnel, j'en ai pris de plus en plus conscience. En fait, c'était ce que je me racontais sur les hommes. Donc, en tant que femme, mon discours sur les hommes sont tous X ou Y, on peut pas faire confiance aux hommes. Moi, typiquement, il y a une grosse influence de ma mère qui a eu un divorce un peu challengé et qui m'a toujours répété quand j'étais petite, tu peux pas faire confiance aux hommes, il faut que tu comptes sur toi, il faut que tu sois indépendante, il faut pas que tu te reposes sur un homme, enfin. Et en fait, mine de rien, à force d'avoir ce langage tous les jours, je me suis rendu compte en fait que ce dialogue intérieur que je nourrissais, que j'avais, inconsciemment, en fait, ça me donnait vraiment une vision négative de l'homme et forcément, en fait, dans mes interactions, dans mes manières d'agir, eh bien, je pense que les hommes le ressentaient. Et du coup, c'était pas non plus quelque chose qui donnait envie forcément de s'engager parce que bah voilà, ça dégage pas forcément quelque chose de positif. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, en fait, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que d'un seul coup, c'est comme si j'avais un rideau, tu vois, qui est Ouais. tombé et j'ai commencé à voir la bienveillance des hommes. Mais je te promets, dans mon travail, dans mes interactions, à quel point il y avait de la gentillesse, à quel point il y Mm. avait l'envie d'être utile, etc. Je dirais que ce point-là, et ça a 100% à voir avec les blessures du passé, notre vision du passé, que c'est aussi un gros morceau, cette fois-ci plus du côté de la femme, pour se réconcilier finalement avec sa vision du masculin, en fait. Complètement, tu vois. Il y a un truc que tu dis qui est super vrai, qui est en fait là, tu passes de l'état de fermeture à ouverture. Quand tu passes à cet état d'ouverture, parce que tu es en capacité aussi de voir la beauté du masculin, tu es aussi en capacité de la valoriser, de l'apprécier et d'aimer le masculin pour ce qu'il est, en fait. Et quand tu es dans cet état d'ouverture, le masculin à ton contact, même si on a l'impression que les hommes sont pas forcément sensibles, les hommes sont aussi des êtres spirituels, énergétiques, ils ont de la sensibilité, c'est juste que parfois c'est verrouillé, inconsciemment ils le ressentiront. Et quand on est face à une femme qui est plutôt en mode fermeture ou ouverture, même si c'est la même femme, même si c'est deux clones, on le ressentira. Mhm, mhm. Est-ce que tu avais encore une chose à ajouter ou tu penses qu'on a fait le tour? Alors, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour, on pourrait faire 2, 3 heures, parce qu'il y a tellement de sous-sujets, tu sais, à traiter par rapport à ça, mais je pense qu'on a déjà donné une grosse roche. Peut-être un petit message pour les hommes ou pour les femmes qui nous écoutent. Ça part de mon expérience. Moi, j'ai vu dans ma relation de couple, ce qui m'a un petit peu bloqué à un moment, c'est quand ma partenaire avait une position justement un peu haute. Donc, je fais du dev perso, je comprends des choses, je déconstruis, je suis en mouvement, je fais des retraites, tu vois, je suis en train d'investir sur moi, je tiens à cœur notre relation, donc j'ai envie qu'on avance. Et en fait, cette position haute me mettait beaucoup de pression. Et ça faisait en fait l'effet inverse en fait, limite comme un enfant rebelle, justement, j'avais envie de dire, bah non, moi je fais pas, tu vois. Et parfois, les hommes, ça peut, je ne veux pas dire créer un dégoût, mais créer un sentiment voilà, je fais pas assez, justement. C'est pas assez bien ce que je fais, c'est pas valorisé, c'est pas reconnu, c'est encore des reproches.
Et c'est vraiment pas la meilleure façon pour faire en sorte qu'un homme s'engage, en fait. Et je pense que juste l'idée par l'exemple et faire pour soi et avoir vraiment ces mouvements, ces changements pour soi, c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à son homme. Une femme qui évolue, qui grandit, qui mature dans son féminin, dans son masculin, c'est admirable. Et quand on admire une femme, on a envie de s'engager, on a envie d'être à côté d'elle, on a envie aussi d'avancer, on a envie de se bouger le cul parce qu'on tient encore plus à elle. Donc Mhm. c'est ce que j'aurais tendance à dire. Faire attention de ne pas avoir une position haute ou de flic ou de coach ou de mère autoritaire avec son homme, avancer, continuer ça pour faire ce chemin pour soi, pour le couple, mais conserver une position d'adulte, une position de femme auprès de son homme. Ouais, pour confirmer ce que tu dis, quand tu changes, la relation change en fait. Ça sert à rien d'expliquer des théories, mais Ouais. automatiquement, quand tu implémentes en fait ces théories sur toi, ça va avoir un effet sur la relation. Moi, j'ai beaucoup de mes coachées qui, quand elles ont travaillé sur elles, elles ont commencé à communiquer différemment, à être beaucoup plus dans la reconnaissance, etc. Et j'ai leurs copains qui leur ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Euh, je veux apprendre la même chose et quand ça se passe comme ça, en fait, c'est beaucoup plus dans la curiosité, la motivation que dans bah, je te donne des leçons de comment il faut mener ta vie, quoi. Bah, complètement, ça crée un éveil, hein, tu vois, ça crée l'éveil du masculin, le nom de mon podcast, justement. Quand il y a une personne donc, dans l'entité du couple qui change sa couleur, ben, s'il y en avait un qui était bleu et l'autre jaune, si le bleu devient violet, ça va changer la couleur globale du couple. Donc c'est là où bah, ça donne aussi une forme d'espérance pour les femmes qui nous écoutent et qui sont un peu dans j'ai envie qu'ils changent, j'aimerais qu'ils soient plus communicants, j'aimerais qu'on puisse partager des moments, de se dire bah, je fais déjà les choses pour moi, parce que c'est important que moi j'avance, je chemine par rapport à mes blessures, à mes insécurités. Et dans tous les cas, ça aura une incidence positive pour mon couple. Parce que ce que je suis en train de faire pour moi, c'est sain, c'est bon, ça me fait grandir et ça peut que m'apporter du bon. Bah, merci Chris pour ce mot de la fin. C'était un super échange. Merci de ton partage d'expérience. Et puis j'espère à ceux qui nous écoutaient que ça vous a beaucoup aidé. Laissez-nous un petit message sur l'Instagram pour voir les enseignements que vous en avez tirés. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Chris. À bientôt.